Une fille de 10 ans allait à l'école à pied tous les jours, jusqu'au matin où elle ne s'y est pas rendue. Ma fille a disparu. Je pense qu'elle n'est pas venue à l'école ce matin. Cela a conduit à une recherche massive. Une petite fille enlevée par un tueur qui se cachait à la vue de tous. Et quand il s'est enfin entretenu avec la police, Je suis un monstre pour ce que j'ai fait. je vais revenir sur la disparition tragique de Jessica Ridgway et sur la façon dont la police a retrouvé l'homme responsable. Je suis Angelette Lévy et voici Crime Fix. Le matin du 5 octobre 2012, Jessica Ridgway, âgée de 10 ans, est partie pour l'école. C'était un trajet qu'elle avait fait des centaines de fois auparavant, mais ce matin-là était différent, et Jessica n'est jamais arrivée. Ma fille a disparu. Je suppose qu'elle n'est pas allée à l'école ce matin? 5 jours plus tard, la police a retrouvé les restes de Jessica dans un champ. La recherche de son meurtrier a mené les enquêteurs à un adolescent qui habitait à moins d'1,5 km de là. Un garçon qui étudiait, de tous les domaines possibles, les sciences mortuaires. Un garçon dont la propre mère allait passer un appel qui allait tout changer. Il l'a fait, m'a donné des détails et ses restes sont chez moi. Ce qu'Austin Sieg a raconté à la police a révélé une noirceur qui s'était accumulée pendant des années. Une fascination pour la mort, une plongée dans la pornographie violente et une confession. Je suis un monstre pour ce que j'ai fait. Je suis là. Non, je n'ai pas trouvé de meilleur mot pour décrire le mal. Exactement. Jessica Ridgway avait 10 ans. Elle vivait à Westminster, dans le Colorado, une banlieue située à environ 20 minutes au nord-ouest de Denver. Sa famille la décrivait comme brillante, joyeuse. Elle adorait l'école et sa couleur préférée était le violet. Sa grand-mère disait qu'elle était timide. Elle était calme, le genre de fille qui préférait rester à la maison avec ses poupées Monster High plutôt que de s'aventurer dehors. C'est probablement une enfant solitaire. Elle ne se fait pas d'amis. Enfin, elle a des amis. Mais ce n'est pas son genre, ce n'est pas une vraie extravertie. D'habitude, elle va directement à l'école puis rentre chez elle. Elle aime regarder Disney. Elle aime jouer avec des poupées Monster High. Elle aime faire de la trottinette, mais elle sait qu'elle doit rester uniquement dans notre rue. Le 5 octobre, Jessica s'est réveillée comme elle le fait chaque jour d'école. Son réveil a sonné à 7h45. Sa mère, Sarah, venait tout juste de rentrer chez elle après son service de nuit. Sarah a entendu le réveil de Jessica, est montée à l'étage et lui a dit qu'il était l'heure de se lever. Jessica est descendue, a regardé un peu la télé, a pris son petit déjeuner et a épluché une orange comme en cas. Il avait neigé la nuit précédente, alors Sarah lui a dit de bien se couvrir. Jessica portait sa veste noire matelassée avec une doublure rose, des bottes noires, de petits pompons et 2 chaussettes de couleurs différentes, une vert fluo et une rose fluo. Et elle avait ses lunettes violettes et un sac à dos gris clair avec des fleurs roses. Vers 8h25, elle est sortie par la porte d'entrée. Sarah l'a regardée traverser la rue et commencer à marcher vers la maison de son amie. C'était la routine, toujours la même routine. Sarah a fermé la porte, est montée à l'étage et s'est couchée puisqu'elle venait tout juste de terminer son service de nuit. Eh bien, ce matin, cet après-midi, je me suis un peu levée et je suis allée à la salle de bain, puis j'ai entendu mon téléphone sonner, alors je suis descendue directement et j'ai pris mon téléphone. Il ne reste donc pas près de ton lit. Non. Comme ça, tu peux vraiment dormir un peu. Oui. D'accord. Qui? Une école parce que je veux retourner à l'université. Donc, une université m'appelle tous les jours. Tu as entendu ton téléphone sonner puis? Et puis je suis descendue et j'ai vu que l'école avait appelé et laissé un message. Alors j'ai écouté le message et ils ont dit qu'ils avaient besoin de parler du fait que Jessica ne s'était pas présentée à l'école. Et c'est à ce moment-là que je suis partie. Je suis partie et je suis allée là-bas. Eh bien, j'ai essayé de l'appeler depuis notre téléphone fixe. Et personne n'a répondu. Alors j'ai quitté la maison et je suis allée chez lui, j'ai frappé à sa porte et personne n'a ouvert la porte. Alors je suis allée à l'école et j'allais parler aux gens du secrétariat. Il n'y avait personne au secrétariat.
Jessica n'est jamais arrivée à l'école, mais Sarah Ridgway n'a vu cet appel qu'autour de 16h30 après s'être réveillée. Sarah a commencé à appeler chez l'ami de sa fille. Pas de réponse. Elle est allée à l'école, mais le bureau était fermé. Elle est retournée chez l'ami de sa fille, frappant à la porte. Elle a sonné, mais personne n'a répondu. Alors elle a appelé le 911. 911, quelle est votre urgence? D'accord, que se passe-t-il là-bas? Ma fille a disparu. Je suppose qu'elle n'est pas arrivée à l'école ce matin. Quel âge a votre fille? Elle est morte. Ok. Est-ce qu'elle était avec son père ou quelque chose comme ça? Non, son père est dans le Missouri. Police, d'accord. Comment s'appelle votre fille? Jessica Ridgway. Ridgway. Oui, Ridgway. C'est l'anniversaire de Jessica. Ce qui a suivi, c'était une recherche massive. Des centaines d'agents, même des bénévoles, et une alerte Amber pour la grand-mère de Jessica. C'était une peur qu'elle nourrissait depuis des années. J'ai toujours eu peur que quelqu'un enlève un de mes enfants ou de mes petits-enfants. Je veux dire, je m'inquiétais aussi pour les filles quand elles étaient petites. Elles allaient à l'école à pied et je m'inquiétais. Sa tante Rebecca, incapable de rester en place, a pris son chien et a emprunté le chemin que Jessica prenait pour aller à l'école. Elle a dit « Tu as Jessica avec toi ?» et j'ai répondu « Non ». Et ensuite? Et elle a commencé à paniquer, à pleurer et à dire que Jessica n'était pas arrivée à l'école. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit « Rentre à la maison ». Et je suis rentrée aussi. Et elle a appelé sur le téléphone fixe, mais je n'ai pas réussi à décrocher à temps. Ensuite, tu l'as appelé. Puis, je l'ai rappelé sur mon portable. Et ensuite, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Elle a juste dit « Je suis à la maison et je vais aller à l'école. Tu dois rentrer à la maison. On doit se calmer. Tu dois appeler la police et on doit rentrer. Tu dois rentrer à la maison. » D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée à la maison. Elle est venue. Elle était pratiquement sur le pas de la porte après que je lui ai dit de rentrer. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait quand elle est rentrée? Elle est restée là et je suis partie avec mon chien pour aller au parc, dans le champ, en direction de l'école de Jessica. D'accord. Est-ce qu'elle a appelé le 911? Je suppose que oui, parce que quand je suis rentrée à la maison, tout le monde était là. D'accord. Mais tu ne l'as pas vu appeler le 911? Je ne savais pas. Mais Jessica avait déjà eu peur auparavant. Sa tante Rebecca se souvenait d'un jour, quelques semaines plus tôt, où Jessica était rentrée bouleversée. Elle était allée au parc et il y avait des gens qui étaient là, juste debout à regarder. Elle a dit qu'il y avait des gens debout près de l'arbre au parc, ce qui l'a rendue nerveuse, alors elle est rentrée chez elle. Cela remonte à environ 3 semaines. Puis, 2 jours plus tard, le 7 octobre, une avancée. Le sac à dos de Jessica a été retrouvé sur un trottoir à Superior, à environ 10 km de chez elle. À l'intérieur, il y avait ses vêtements, son orange, ses lunettes violettes. Et les enquêteurs l'ont su à ce moment-là, la triste vérité. Une enfant ne laisse pas ses lunettes sur place. La grand-mère de Jessica a tenté de comprendre ce qui s'était passé. Je ne sais pas, ce n'est pas son genre. Je lui ai martelé dans la tête depuis qu'elle était petite de ne jamais monter dans la voiture d'inconnus, alors je ne pense pas qu'elle ferait ça. Je veux dire, dans ma tête, je pense qu'elle est peut-être partie en direction de l'école, elle a manqué. Donc elle est aussi allée directement à l'école. Elle est arrivée en retard à l'école. La porte était peut-être fermée, donc elle a voulu rentrer, mais je ne sais pas comment elle aurait pu rentrer chez elle, et de toute évidence, elle ne l'a pas fait. 5 jours après sa disparition, le 10 octobre, un employé ramassant des déchets près d'un champ à Arvada a trouvé quelque chose. C'était un sac poubelle noir, lourd, bien plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Je me suis approché et je l'ai ramassé. Herman était à environ 10 mètres de moi, à l'ouest. J'ai dit, c'est quoi ce bordel? 13-18 kilos, mais il n'est profond que comme ça, et c'est un sac de cette hauteur. Qu'est-ce qui peut être à la fois lourd et petit? Et Herman plaisantait avec moi. Il a dit, voilà le sac d'argent que tu cherchais. J'ai répondu, eh bien, si c'est de l'argent, il est à moi. Je ne le partage pas avec toi. On plaisantait comme ça, l'un avec l'autre. Alors j'ai défait le lien de serrage. Il y a ce plastique où tu tires pour fermer le haut d'un sac poubelle. Qu'est-ce que c'était, un lien de serrage? C'était rouge, de couleur rouge. Le chat ne peut pas avec le sac noir. Je l'ai ouvert
Et j'ai pensé, il y a un autre sac identique, sauf qu'il est bien roulé au fond. Et c'est le même sac, mais roulé. J'ai dit, ça ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Tu sais, ce n'est pas des ordures. Alors j'ai soulevé le fond du sac, et j'ai fait tomber celui qui était roulé, et il a un peu rebondi avec son grognement. Et puis quand j'ai voulu le ramasser, j'ai pensé, je l'ai juste serré, je l'ai serré, c'est comme si j'avais reculé. J'ai dit, Herman, pourquoi tu n'irais pas voir ça? Il a vu l'expression sur mon visage. Il a dit non, il ne voulait pas y aller, il ne voulait pas s'approcher de ça. Il a dit que c'était peut-être un chien mort. J'ai répondu que je ne le pensais pas. Je pense qu'un chien, j'aurais senti ses os, ses pattes osseuses et tout. Je n'aime tout simplement pas ça de cette façon. Je ne sais pas. J'ai dit, ma première pensée a été, ouais, c'est un bébé. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai vu la couleur de la peau. On pouvait voir que le ventre était ouvert, fendu. Ces gars observent et décrivent la scène. On voit où les bras ont été coupés. C'était Jessica. La recherche a commencé, mais pas pour une fille disparue. On cherchait un meurtrier. Les enquêteurs ont prélevé de l'ADN sur le corps de Jessica et sur sa bouteille d'eau. Et tout cela pointait vers la même personne, quelqu'un. Le FBI avait déjà prélevé un échantillon sur quelqu'un qui habitait à moins d'1 mile de chez Jessica. Mindy avait publié cette photo sur son profil de ce projet qu'il avait réalisé. Et elle a dit que c'était apparemment quelque chose qui se trouvait au musée de la nature et des sciences ou quelque chose comme ça. Et elle dit quelle est la façon la plus rapide et la moins salissante de... La façon la moins salissante de se débarrasser d'un corps. Et elle dit, Austin sait. Cette personne était Austin Sieg, âgé de 17 ans. Il avait quitté le lycée pour étudier la thanatologie et la médecine légale à Warren Tech. Il était fasciné par le fonctionnement du corps humain et la façon dont il se décomposait. Un garçon qui a remporté un concours scientifique grâce à un projet sur la décomposition des rats. Et le 23 octobre, sa mère a passé un appel qui a tout changé. Bonjour, j'ai besoin que vous veniez chez moi. Mon fils veut se rendre pour le meurtre du 20 septembre. D'accord, quelle est l'adresse? 10622, avenue Ouest 102e. Et que se passe-t-il? Madame, je n'entends pas. Il vient d'avouer l'avoir tué. Je sais, je veux que tu me dises ce qui se passe. Peux-tu me dire exactement ce qu'il a dit? Il l'a fait et il m'a donné des détails et ses restes sont chez moi. Quel âge a ton fils? 17 ans. Attends une seconde. Comment s'appelle ton fils? Austin Sage. Quand la police est arrivée chez les Siege, Austin attendait. Il n'a opposé aucune résistance, comme il l'avait promis. Ils l'ont conduit au commissariat, l'ont fait asseoir dans une salle d'interrogatoire, et pendant les heures qui ont suivi, il a parlé, expliquant aux policiers qu'il roulait et s'était retrouvé dans le quartier de Jessica. Il a trouvé un endroit pour se garer où personne ne le remarquerait, et il a simplement attendu jusqu'à ce qu'il la voie marcher, sachant qu'elle n'avait nulle part où aller. Et ensuite, Austin Sieg leur a dit exactement ce qu'il avait fait. J'ai déposé mon frère à l'école et je ne sais pas pourquoi. Je viens de... commencer à conduire un peu sans but. Je suis rentré à la maison pendant 5-10 minutes. J'ai juste marché un peu. Je suis allé et je suis reparti. Je suis allé et je suis retourné à ma voiture après environ 10 minutes à me promener et je suis parti. Je ne me souviens plus par où je suis passé. Je me souviens juste que j'ai fini par trouver un endroit dans son quartier où je pouvais me garer, un endroit où personne ne remarquerait vraiment une voiture, juste quelque part où il y avait des clôtures partout. Parce que, enfin, pendant que je conduisais, je regardais simplement autour de moi. Et je l'ai vu, j'ai trouvé un endroit où me garer, je me suis garé et j'ai attendu, et quand elle est passée, je l'ai attrapée.
C'était un endroit au hasard, un moment au hasard, tout vraiment, c'était au hasard. Elle a crié et je lui ai dit de se taire. Puis j'ai utilisé des colliers de serrage en plastique pour lui attacher les mains et les jambes. Et je suis monté à l'avant de ma voiture et j'ai conduit pendant probablement 20 minutes. Je lui ai demandé si elle avait un téléphone portable, je l'ai cherché. Elle n'arrêtait pas de me poser des questions et j'y répondais et je lui mentais. Je lui disais que tout allait bien se passer et je lui mentais simplement. Dans la voiture, Jessica tenait une boule de neige dans ses mains tout le temps, et quand Austin a enfin coupé les colliers de serrage qui lui retenaient les poignets, ses mains étaient froides et rouges. Dans sa chambre, il s'est assis avec elle, a mis Netflix, lui a donné de la pizza, et il lui a dit que tout irait bien. Et puis ce ne fut pas le cas. À partir de là, je l'ai laissé sortir de l'arrière de ma voiture. J'ai défait les colliers de serrage et je l'ai emmené dans ma chambre. Et je l'ai installée dans ma chambre et j'ai mis Netflix à la télé pour elle. C'était soit les Griffins, soit autre chose. Je ne me souviens plus. Il y avait un dessin animé. Je suis juste restée assise là. Je suis restée assise là à la regarder et je me souviens d'avoir eu l'esprit complètement vide, sans aucune pensée, rien du tout. Et ça m'a tout simplement terrifiée. Elle a crié et je lui ai dit de se taire, puis j'ai utilisé des colliers de serrage pour attacher ses mains et ses jambes ensemble. Ensuite, je suis montée à l'avant de ma voiture et j'ai roulé pendant probablement 20 minutes. Je lui ai demandé si elle avait un téléphone portable, je l'ai cherché. Elle n'arrêtait pas de me poser des questions et j'y répondais et je lui mentais. Je lui disais que tout allait bien se passer et je lui mentais simplement. Et alors, après avoir tourné en rond si longtemps, j'ai enfin trouvé une place pour me garer, où j'ai vérifié son sac à dos et elle n'avait ni téléphone portable ni rien d'autre. Et après ça, je suis remontée dans la voiture et je suis rentrée chez moi. Et je suis sortie de la voiture, j'ai ouvert la porte du garage, je suis rentrée, puis j'ai refermé la porte du garage derrière moi. À partir de là, désolé. À partir de là, je l'ai laissé sortir de l'arrière de ma voiture. J'ai défait les colliers de serrage. Et je l'ai emmené dans ma chambre. Je l'ai installée dans ma chambre et j'ai mis Netflix à la télé pour elle. C'était soit les Griffins, soit quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus. Il y avait un dessin animé. Je me suis juste assise là. Je me suis assise là et je l'ai regardé fixement et je me souviens juste d'un vide absolu dans ma tête. Je n'avais aucune pensée, rien du tout. Et ça m'a tout simplement terrifiée. Et après être restée assise là pendant probablement 1 heure peut-être, je ne me souviens pas exactement. Le temps, en quelque sorte, a commencé à devenir étrange à ce moment-là. Après ça, je lui ai demandé de mettre un t-shirt et un short que j'avais. Je l'ai laissé aller se changer dans la salle de bain.
Et quand elle est revenue, je lui ai dit de mettre tous ses vêtements dans son sac à dos et de préparer son sac et tout pour repartir. Et puis, une fois qu'elle avait fini, je me suis approché derrière elle. Et au début, j'ai essayé d'utiliser des colliers de serrage pour l'étrangler, mais ils m'ont coupé la peau et ça ne marchait pas, ça ne faisait pas l'affaire, ça ne fonctionnait pas. Alors, immédiatement, sans même enlever les colliers de serrage ou quoi que ce soit, je suis tout de suite passé à l'étrangler simplement avec mes mains. Après qu'elle ait été... J'espérais qu'elle était morte. Je l'ai mise dans ma baignoire face contre le fond. Et j'ai bien rempli la baignoire d'eau pour être certaine qu'elle était vraiment morte. Ensuite, j'ai découpé ses vêtements pour les lui enlever et je les ai jetés dans un sac poubelle. Ensuite, je me suis assise et j'ai juste pleuré. Dans la salle de bain, je ne sais pas pendant combien de temps. Après ça, en essayant de cacher ce que j'avais fait, j'ai commencé à démembrer le corps dans la baignoire. Et à les mettre dans des sacs poubelles. À partir de là, j'ai nettoyé tout ce que je pouvais. Et j'ai pris son corps et je l'ai placé dans mon jardin. J'ai ce qu'on appelle un petit abri de piscine et je l'ai mise tout au fond. Austin Sigg a raconté aux enquêteurs au sujet de la scie et comment il avait prévu d'utiliser un cutter, mais que cela prenait beaucoup trop de temps. Alors il est redescendu et a pris une scie sabre. C'est une scie très puissante, généralement utilisée pour la démolition lourde. Je suis allé chercher les ciseaux, je suis entré, j'ai enlevé ses vêtements, je les ai essorés dans la baignoire, puis je les ai mis dans un sac poubelle noir avec d'autres déchets divers qui se trouvaient dans le garage. Non, c'est à ce moment-là que j'ai pris ça et que je l'ai simplement mis de côté, le sac lui-même. Et tous les sacs avec les morceaux ont simplement été mis de côté pendant qu'on s'occupait du reste. Et ensuite, il y avait tous les sacs. Les sacs, c'est après que j'ai découpé les vêtements et des choses comme ça. Quand j'ai pris les ciseaux, j'ai pris le sac. D'où est-ce que tu les as eus? Les sacs, je ne me souviens plus si je les ai pris non plus. C'était soit dans le jardin, soit dans le garage parce qu'on en a à ces deux endroits. Je ne me rappelle plus d'où je les ai pris. Tu sais de quelle marque ils sont? Non, je ne sais pas. L'officier qui m'a posé la question, ou qui est venu chez moi en premier et m'a demandé si je m'en souvenais, et je ne m'en souviens pas. Et peut-être Glad ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et à quoi ressemblaient-ils? Elles sont noires avec des poignées à cordon rouge, d'accord? Donc il y a des cordons à l'intérieur. D'accord. Donc tu ne sors qu'un seul sac poubelle maintenant? C'est ça? Non? D'accord. Il y a comme un petit rouleau. Ah, d'accord. Sur lequel ils sont enroulés. Et donc, quand je sors les ciseaux et tout ça, c'est à ce moment-là que je les ai. Et je coupe les vêtements et... Je les mets dans leur propre sac poubelle après les avoir essorés. Et puis... Après ça, je laisse simplement l'eau s'écouler parce que ça a pris un certain temps. Et pendant que j'attendais ça, c'est là que je suis allé chercher la scie sauteuse et... C'est quelque chose à laquelle tu avais déjà pensé auparavant, quand tu pensais à faire ça à quelqu'un? Non. Comment pensais-tu que tu allais faire ça?
Je me suis dit qu'avec juste le cutter, parce que je sais qu'on peut contourner le squelette humain, il s'emboîte un peu comme un puzzle. Si tu trouves le bon endroit, ils se séparent. Oui. Mais oui, je n'avais pas réalisé à quel point le cutter pouvait prendre autant de temps. Et c'est pour ça que, quand je cherchais les sacs poubelles et que j'ai vu la scie sabre, j'ai décidé de la prendre et de l'utiliser à ce moment-là. Et je pense que vous nous l'avez bien expliqué, mais je veux dire, vous compreniez ce que vous faisiez. Qu'est-ce que vous compreniez que vous faisiez? Pourquoi ne pas nous le dire avec vos propres mots? Je ne savais pas ce que je faisais, car elle était assez petite. Littéralement, n'importe quelle fille ce jour-là qui était de plus petite corpulence que moi, j'aurais pu l'attaquer. Donc même une adulte. Même une adulte. L'âge n'avait rien à voir là-dedans. Tout dépendait de savoir si elle était plus grande que moi. Est-ce que je peux les maîtriser? Et son âge est probablement la seule chose qui m'a empêché de la torturer, de la violer ou de lui faire toutes ces choses horribles parce que je pense que j'aurais pu faire ça à quelqu'un de plus âgé. Je ne sais pas. Et avant de laisser son corps dans ce champ, il a fait quelque chose de calculé. Il a pris une croix en bois dans sa chambre et l'a placée avec les restes de Jessica. Il espérait que les enquêteurs suivraient une fausse piste, un fanatique religieux, quelqu'un de complètement différent. Elle était accrochée dans ma chambre depuis je ne sais combien de temps. Ce n'était rien du tout. C'était quelque chose que j'avais mis là dans l'espoir, encore une fois, enfin, un peu. J'espérais qu'ils pencheraient peut-être pour un fanatique religieux ou qu'ils y trouveraient une sorte de signification plus profonde alors qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas? Non. Est-ce qu'il l'a mis là pour une raison précise? Juste pour tromper la police. Et c'est tout. Je veux dire, le seul collier que je porte, c'est celui-ci et celui-là, et c'est le seul bijou que je porte. Les enquêteurs ont découvert cela en enquêtant sur le passé d'Austin Sieg, plusieurs mois avant la disparition de Jessica. Il y a eu une autre attaque. Une femme qui faisait du jogging seule au lac Kettner. Quelqu'un est arrivé derrière elle et a essayé de lui plaquer un chiffon imbibé de chloroforme sur le visage. Elle s'est défendue, a crié et a réussi à s'échapper. Lors de l'interrogatoire, il a expliqué comment il avait fabriqué le chloroforme. En utilisant, je crois, de l'eau de javel et de l'acétone. Et si vous mélangez ces deux produits, que vous les gardez au frais et tout ça, vous pouvez en fait obtenir de petites quantités concentrées de chloroforme. À l'époque, la police n'avait aucune idée de qui avait fait ça, mais l'ADN laissé sur place finirait par relier les deux affaires. Austin Sieg, l'adolescent assis dans la salle d'interrogatoire, était la même personne qui avait tenté d'enlever cette joggeuse. Et lorsque les détectives lui ont posé des questions à ce sujet, il n'a pas seulement parlé de ce jour-là. Il a exposé tout son état d'esprit, le même qui l'amènerait, quelques mois plus tard, à s'en prendre à Jessica. De là où j'étais, il y avait un chemin qui menait juste en face, qui traversait la rue, et je prévoyais simplement de la prendre et de traverser à pied parce qu'il n'y avait pratiquement personne ce jour-là. Tout le monde était occupé ailleurs. Il n'y avait littéralement presque personne. Je veux dire, j'avais tellement de possibilités, il y avait tellement d'options différentes que je ne savais pas quoi faire. Il y avait l'option où j'aurais pu simplement la laisser dans la voiture ou laisser ça dans la voiture, conduire quelque part, et je ne sais pas. Je ne savais pas si je voulais. Je ne savais pas ce que je voulais faire pendant la majeure partie du temps. Tout ce que je savais, c'est que je voulais emmener quelqu'un. Il a dit aux enquêteurs qu'il était déjà sorti chasser 2 ou 3 fois avant Jessica. Il conduisait jusqu'à utiliser un quart de réservoir d'essence, cherchant simplement quelqu'un de plus petit que lui, quelqu'un qu'il pourrait maîtriser. Mais pour comprendre comment une adolescente en arrive là, il faut remonter encore plus loin. Austin a dit aux enquêteurs que tout avait commencé par une addiction à la pornographie. Au début, il a dit que c'était normal, puis cela a empiré. Il a commencé à regarder des choses plus violentes, du bondage, des viols, des snuff movies. Et plus il regardait, plus il disait qu'il lui en fallait pour ressentir la même excitation.
Alors, quand est-ce que ça change? Quand est-ce que ça commence? Je comprends que tu parles simplement d'une addiction à ça. Je veux dire, tu parlais de le faire, si ce n'est pas une fois par jour, plusieurs fois par jour, et tu te masturbes devant ce genre de pornographie? Oui, d'accord. Alors, quand est-ce que ça change? Et qu'est-ce qui change? Décris-moi en détail ce que tu as vu. Dis-moi ce que tu as vu. Comme le bondage. J'ai vu des snuff movies. J'ai vu, décris-moi ça, exactement. De quoi tu parles? Comme des actes sexuels forcés, comme le viol. Des choses comme ça. J'ai vu comme des démembrements censés être à caractère sexuel. J'ai vu tout. Et qu'est-ce que vous ressentiez alors en regardant ça? Pendant le temps où je me masturbais, ça me procurait une sensation de montée d'adrénaline, ça me faisait du bien. Mais immédiatement après, je me sentais juste coupable, oui. Je me sentais coupable. Et j'avais mal au ventre et je me sentais... Tu pouvais être encore excité par de la pornographie normale ou il te fallait la violence? Je pouvais. Je pouvais, mais c'était tellement plus facile avec quelque chose de plus extrême. Donc c'était plus excitant aussi. Je suppose que oui. Des choses comme fourchant, tu as ces endroits où ce n'est pas juste ordinaire. Tu as les parties les plus sombres d'Internet qui émergent à travers ces endroits. Et comment ça s'appelle? Des choses comme fourchant, des choses comme ce que tu dis. 4? Épelle-le. Le chiffre 4. Oh. 4. Un chan, dans le jargon d'Internet, c'est un endroit où il y a un ensemble de photos, de messages, C'est un peu comme un Facebook sans nom en quelque sorte, où tu ne mets rien de personnel. Et les gens... J'ai découvert que ce sont des endroits où les personnes qui ont le même genre de pensée que moi vont et partagent toutes leurs idées et tout. Tu publies? Tu as déjà posté des choses? Donc tu lis juste les publications des autres? Oui, je n'ai jamais rien posté. Je parcourais et je discutais avec des gens. Non, je n'ai jamais eu le moindre contact. J'ai juste vu ces choses. Et je veux dire, au début, c'est dégoûtant quand tu vois ça. Tu te demandes pourquoi des gens publient des choses aussi horribles. Et plus tu en vois, tu te dis, eh bien, au moins ce n'était pas aussi grave que celui-là. Et à un moment donné, ça passe de... Je ne sais pas où c'est, mais à un moment donné, il trouve juste assez de compromis. Interrogé par les enquêteurs sur un éventuel contrôle par des voies extérieures, il a nié. Les décisions étaient toutes les siennes, et il dit qu'il est exactement le monstre qu'il pense qu'il est. Donc, vous n'avez jamais eu l'impression d'être contrôlé par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Les décisions que vous avez prises, ce sont des décisions que vous avez prises vous-même alors? De votre propre gré? J'en ai bien peur. J'aimerais tellement qu'il y ait une excuse à laquelle je pourrais penser, comme une maladie mentale ou quelque chose qui expliquerait ce comportement. Que penses-tu que la société penserait de ce que tu as fait à Jessica? Je ne sais pas ce que la société en penserait parce que je n'ai jamais vraiment été très à l'aise avec elle, mais je sais que personnellement, je suis un monstre. Pour ce que j'ai fait. Je suis là. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot que le mal pour le décrire exactement. Tu veux dire le mal? Le mal, oui. Toute la raison pour laquelle j'ai eu la force de dire à ma mère de venir ici, c'est parce que... C'est juste que... Je sais à quel point ce que j'ai fait est mal et je sais que
Il n'y a rien que je puisse faire pour jamais effacer ce que j'ai fait. Et la seule sorte de... Je suppose que le seul réconfort, ou je ne sais pas comment l'expliquer, la seule sorte de... Maud. Pour que la famille Ridgway puisse commencer à tourner la page, il fallait que la personne responsable soit traduite en justice. Donc oui, pensez-vous? Penses-tu, Austin, que c'est quelque chose que tu mérites, la justice? Moi? Oui, je veux dire, c'est toi qui as utilisé ce terme. Tu as dit qu'il devait obtenir justice. Ce qu'il a, je veux dire, ils ont tellement utilisé ce terme justice pour Jessica aux infos, mais est-ce que tu... Parle de punition pour toi? Honnêtement, je ne sais pas parce que je ne connais pas la famille Ridgway, mais... La seule chose que je sais personnellement, c'est que... Devoir vivre en sachant que quelqu'un comme moi est dehors, continue de se promener et tout ça. Et je veux dire, je n'ai aucune intention d'attaquer qui que ce soit après Jessica. C'était... J'ai réalisé que tout ce que j'avais jamais pensé, tout ce que j'avais jamais... Toutes les idées fausses, toutes les idées que j'avais sur... Comme tu l'as dit, ce fantasme sexuel, je suppose, était tellement faux. En novembre 2013, Austin Sigg s'est présenté devant un juge. Il a plaidé coupable de meurtre, d'enlèvement et de tentative d'enlèvement. En échange, les procureurs ont écarté la peine de mort. Austin Sigg a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 40 ans, mais les questions posées dans cette salle d'interrogatoire demeuraient. Comment un adolescent peut-il devenir capable d'une telle cruauté? Était-ce la pornographie, l'isolement, un esprit peut-être déjà attiré par l'obscurité? Ou bien Austin Sigg avait-il raison lorsqu'il s'est qualifié de monstre? Quelqu'un qui échappe à toute explication et à tout espoir d'aide? C'est un petit bébé, oui, mon petit-fils, et il a toujours été le plus adorable garçon du monde. Tu as déjà entendu ça avant, probablement. C'est impossible, je ne savais pas. Tu penses vraiment qu'ils savent? Au fond de moi, oui, vraiment. Surtout avec la façon dont ils agissent. Enfin, tu sais, peut-être que je suis juste folle, mais tu sais, je suis une maman. Je sais à quel point ça me dévasterait, surtout qu'Austin a toujours été son préféré. Pour la famille de Jessica Ridgway, la réponse était plus simple. Leur fille était partie et aucune explication ne pourrait jamais la ramener, mais ils ont fait en sorte qu'elle ne soit jamais oubliée. Dans les années qui ont suivi sa mort, la communauté s'est réunie pour honorer sa mémoire. Une aire de jeu a été construite à son école, où les enfants pouvaient rire et courir, comme elles le faisaient autrefois. Un jardin commémoratif a été planté dans son quartier, où sa famille pouvait venir se souvenir d'elle, notamment le jour de ce qui aurait été son 11e anniversaire. Le 23 janvier 2013, la ville de Westminster a donné à un parc le nom de Jessica Ridgway. Memorial Park se trouve aujourd'hui à l'angle de la 108e avenue et de la rue Sim, à seulement quelques minutes de l'endroit où elle vivait et à seulement quelques minutes de l'endroit où elle a été enlevée. C'est un lieu de fleurs violettes, sa couleur préférée, un endroit où la communauté se réunit chaque mois d'octobre pour lâcher des ballons et allumer des bougies. C'est un endroit où l'on se souvient d'une fillette de 10 ans, brillante, heureuse et timide, pas pour la façon dont elle est morte, mais pour la façon dont elle a vécu. Et dans un parc construit en son nom, son esprit continue de vivre, et c'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Angelette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. On se retrouve ici la prochaine fois.